Je suis entré discrètement à la fête de ma femme et j'ai demandé, « Chérie, où est ta bague ?» Elle a pâli et je. L'écran lumineux du téléphone intelligent éclairait le visage de Corbin dans le salon sombre, projetant de longues ombres sur les murs. C'était un vendredi soir, précisément à 10h14 du soir. Sa femme, Sienna, était censée être à une soirée de réseautage d'entreprise au centre-ville. Elle s'en était plainte toute la semaine, qualifiant cela d'obligation ennuyeuse et obligatoire pour son agence de marketing. Corbin, un dessinateur en architecture de 33 ans qui préférait les soirées tranquilles à la maison, avait volontiers choisi de ne pas y aller. Il lui avait souhaité de passer un bon moment, avait embrassé son front et avait passé la soirée à lire. Tout était tout à fait normal jusqu'à ce que la notification apparaisse sur son écran. C'était une identification d'une connaissance commune sur une application de médias sociaux. Corbin a touché l'alerte, s'attendant à une photo de groupe flou de personnes en tenue de ville décontractée tenant de minuscules amuse-gueules. Au lieu de cela, son souffle s'est bloqué dans sa gorge. La photo a été prise dans un bar-salon haut de gamme faiblement éclairé. Sienna était au centre du cadre. Elle ne regardait pas l'appareil photo. Sa tête était rejetée en arrière dans un rire vibrant et sincère que Corbin n'avait pas vu diriger vers lui depuis des mois. Se tenant incroyablement près d'elle se trouvait un homme aux cheveux foncés, son bras posé de manière décontractée, mais possessive autour du bas de sa taille. Mais ce n'était pas la main de l'homme qui a fait tourner la pièce pour Corbin. C'était la main gauche de Sienna. Elle tenait un verre de cocktail, ses doigts clairement visibles sous l'éclairage au néon du bar. Son annulaire était complètement nu. Il n'y avait pas d'anneau en platine, pas de diamant. La bague qui avait reposé sur son doigt pendant 5 ans de mariage avait tout simplement disparu. Un œuf froid et lourd s'est formé dans l'estomac de Corbin. Pendant un instant, son esprit a désespérément cherché une explication logique. Peut-être qu'elle l'avait enlevé pour se laver les mains et l'avait oublié dans son sac à main. Peut-être qu'elle était en train d'être nettoyée. Mais Sienna n'enlevait jamais sa bague. Elle était notoirement anxieuse à l'idée de perdre des bijoux. Corbin a ouvert leur fil de discussion. Corbin, et comment se passe la soirée? Sienna, tellement ennuyeux. Je fais juste écouter le vice-président parler des objectifs trimestriels. Je vais probablement partir dans 1 heure. Je t'aime. Le mensonge le fixait. Elle n'écoutait pas de discours. Elle riait, buvait et agissait de manière tout à fait célibataire. Corbin n'a pas répondu. S'il l'appelait, elle sortirait, se calmerait et inventerait une excuse parfaite. Il avait besoin de la vérité brute et sans filtre. Il a attrapé ses clés de voiture et une veste, laissant la télévision allumée. Le trajet jusqu'au centre-ville a semblé être un flou. Corbin était un homme rationnel et posé. Il n'était pas enclin à la jalousie ou aux explosions de colère, mais les derniers mois avaient été tendus. Sienna avait travaillé tard, gardant son téléphone et agissant de manière émotionnellement distante. Elle blâmait le stress et Corbin, voulant la soutenir, l'avait cru. Maintenant, les pièces du puzzle se mettaient rapidement en place, peignant un tableau qui le redoutait de regarder. Lorsqu'il est arrivé à l'adresse identifiée sur la photo, les basses lourdes de la musique du bar-salon vibraient à travers le trottoir. Corbin est passé devant le videur, se fondant dans la salle bondée et élégante. Il a gardé la tête baissée, naviguant à travers la mer de gens, ses yeux scrutant les banquettes et le bar. Puis il l'a vu. Sienna se tenait toujours au bord du bar avec le même homme de la photo. Il se penchait pour s'entendre par-dessus la musique. L'homme a murmuré quelque chose à son oreille, et Sienna a souri, un sourire doux et intime. Le cœur de Corbin battait contre ses côtes, une douleur physique irradiant dans sa poitrine. Il a pris une profonde inspiration, forçant sa posture à rester détendue, et à marcher directement vers eux. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène. Il s'est juste glissé dans son champ de vision. Sienna, a-t-il dit, sa voix remarquablement stable malgré la tempête en lui. Sienna s'est retournée, la couleur a instantanément quitté son visage, la laissant ressembler à un fantôme sous les lumières colorées de la discothèque. Ses yeux se sont écarquillés d'une panique pure et absolue. L'homme à côté d'elle a froncé les sourcils, regardant entre eux deux avec confusion. Corbin n'a pas regardé l'autre homme. Ses yeux étaient entièrement fixés sur sa femme. Il a lentement baissé les yeux vers sa main gauche, qui serrait son verre si fort que ses jointures étaient blanches. « Chérie » a demandé Corbin, son ton calme, presque conversationnel. « Où est ta bague »
La bouche de Sienna s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé sa main, puis l'a regardée, sa poitrine se soulevant. Corbin, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux expliquer. Je faisais juste. Corbin a levé une seule main, arrêtant ses balbutiements. La terreur absolue dans ses yeux lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il n'y avait pas d'explication innocente. Ne fais pas ça, a dit doucement Corbin. Je comprends. Il n'a pas attendu qu'elle formule un mensonge. Il s'est simplement retourné et a commencé à marcher vers la sortie. Corbin, attends. La voix de Sienna a percé la musique derrière lui. Il a entendu le fracas de son verre frappant le comptoir du bar. Elle a couru après lui, attrapant son bras juste au moment où il poussait les lourdes portes d'entrée dans l'air frais de la nuit. Lâche-moi, a-t-il dit, sans élever la voix, mais la glace absolue dans son ton l'a fait tressaillir et laisser tomber sa main. Corbin, s'il te plaît. Tu comprends mal tout, a-t-elle plaidé, sa voix tremblante alors qu'elle le suivait jusqu'à sa voiture. C'était juste un collègue. Nous faisions juste discuter. Et la bague, Sienna, a demandé Corbin, déverrouillant sa voiture. Est-ce que la bague gênait la conversation? Ils ont conduit jusqu'à la maison dans des voitures séparées, mais au moment où la porte d'entrée de leur maison s'est fermée, le silence s'est brisé. Sienna est passée à l'offensive, un mécanisme de défense classique. Elle a crié, elle a pleuré, elle a fait les 100 pas dans le salon. Tu agis comme un fou, a-t-elle crié, essuyant les larmes de ses joues. Je l'ai enlevée dans la salle de bain parce que le savon me donne des éruptions cutanées. J'ai oublié de la remettre. Pourquoi espionnes-tu mes médias sociaux? Ne me fais-tu pas confiance? Corbin s'est assis sur le bord du canapé, sentant une vague écrasante d'épuisement l'envahir. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle une dépression creuse et sombre. Il a regardé la femme avec qui il avait promis de passer sa vie, l'écoutant déformer l'histoire, essayant de faire de lui le méchant pour avoir vérifié sa propre femme. Je te faisais totalement confiance, a dit doucement Corbin, regardant le sol. C'était mon erreur. Cette nuit-là, Corbin a dormi dans la chambre d'amis. Ou plutôt, il a fixé le plafond jusqu'à ce que le soleil se lève. Une dépression lourde et suffocante s'est installée sur lui. Une partie de lui, la partie qu'il aimait, voulait désespérément croire à son histoire de savon. Il voulait s'excuser, se rendormir et faire semblant que tout allait bien. Il n'était pas tout à fait sûr qu'elle couchait avec cet homme. Peut-être qu'elle aimait juste l'attention. Peut-être que c'était vraiment un malentendu. Mais alors que la lumière du matin se glissait dans la pièce, Corbin savait qu'il ne pouvait plus vivre dans le noir. Il ne pouvait pas vivre avec le doute, qui lui rongeait l'esprit. S'il voulait la vérité, il allait devoir la trouver lui-même. La fin de semaine est passée dans un brouillard lourd et suffocant. La maison, habituellement un lieu de réconfort pour Corbin, ressemblait maintenant à un musée dédié à une relation morte. Ils existaient dans le même espace, comme deux aimants se repoussant l'un l'autre. Sienna a passé la majeure partie du samedi dans son bureau à domicile, la porte fermée, affirmant qu'elle devait rattraper son retard sur les courriels. Corbin a passé son temps à fixer la télévision d'un regard vide, une dépression profonde et creuse s'installant dans ses os. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas se concentrer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait rire avec cet homme, son annulaire nu brillant sous les lumières au néon. Une partie de lui, la partie qu'il avait aimée inconditionnellement pendant 5 ans, voulait laisser tomber. Elle voulait croire à son histoire fragile sur le savon et le lavabo de la salle de bain. Ce serait tellement plus facile de s'excuser, de cacher ses doutes sous le tapis et de revenir à la normale. Mais Corbin était un homme pragmatique. Son esprit était conçu pour dessiner des plans et trouver des failles structurelles. Il reconnaissait une fondation compromise quand il en voyait une. Le lundi matin, le silence entre eux était assourdissant. Alors que Corbin était assis à l'îlot de la cuisine en fixant une tasse de café froid, son téléphone a vibré sur le comptoir en granit. « Sienna, est-ce que nous allons toujours dîner chez mes parents dimanche ?» Ma mère demande. « Corbin, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en ce moment. Prenons juste un peu de distance. »« Sienna, tu es complètement déraisonnable. Tu ne peux pas juste me punir et ignorer ma famille parce que tu as décidé de faire une crise de paranoïa. Je n'ai rien fait de mal. » Corbin a verrouillé son téléphone et l'a repoussé. La manipulation psychologique était presque pire que le choc initial.
Elle essayait de réécrire la réalité, le peignant comme le mari contrôlant et jaloux pour masquer sa propre culpabilité. Cet après-midi-là, assis dans son espace de travail au cabinet d'architecture, Corbin a décidé qu'il ne pouvait plus vivre dans ces limbes de dépression et d'incertitude. Il avait besoin de preuves concrètes. Sans cela, elle continuerait à tisser des mensonges et il continuerait à perdre lentement la tête. Il s'est connecté à leur compte partagé de fournisseurs de téléphonie cellulaire. Cela semblait tout à fait hors de caractère pour lui. Il avait toujours respecté sa vie privée, mais elle avait enfreint les règles de leur mariage en premier. Corbin a affiché les journaux d'appels et de messages textes pour les 3 derniers mois. Il ne fallait pas être un génie pour repérer l'anomalie. Il y avait un numéro non enregistré qui apparaissait constamment. De courts appels téléphoniques de 1 minute pendant son trajet. Des centaines de messages textes envoyés tard dans la nuit pendant que Corbin dormait ou pendant les heures exactes où elle prétendait être dans d'interminables réunions d'entreprise. Il n'avait toujours pas le contexte de ces messages, cependant. C'était circonstanciel. Elle pouvait facilement prétendre que c'était un client exigeant ou une nouvelle amie. Il avait besoin d'une preuve indéniable de l'endroit où elle allait réellement. Pendant sa pause de midi le mardi, Corbin a conduit jusqu'à un magasin d'électronique local. Il a marché dans l'allée automobile et a acheté un petit appareil de localisation magnétique de type système de positionnement global. Il n'était pas plus grand qu'un jeu de cartes. Il a ressenti une brève vague de nausée en le payant à la caisse. C'était un gars ordinaire, un homme tranquille qui aimait dessiner des bâtiments et regarder le baseball. Il n'avait jamais imaginé que sa vie se transformerait en un thriller d'espionnage bon marché. Cette nuit-là, Sienna s'est couchée tôt, se plaignant d'une migraine. Corbin a attendu jusqu'à minuit. Il s'est glissé silencieusement par la porte latérale dans le garage. Le sol en béton était froid à travers ses chaussettes. Il s'est accroupi derrière son véhicule utilitaire sport blanc, a tendu le bras sous le pare-chocs arrière et a fixé le traceur magnétique au cadre en acier. Il s'est enclenché en place avec un clic silencieux et solide. Les 2 jours suivants ont été un exercice de pure anxiété. Il a vérifié de manière obsessionnelle l'application de suivi sur son téléphone, regardant sa voiture se déplacer de leur maison à son immeuble de bureau, à l'épicerie et de retour à la maison. Tout était parfaitement normal. Sienna a même essayé de tendre une branche d'olivier pour maintenir sa façade. « Sienna, je sais que les choses ont été tendues. J'ai acheté ces beefsteaks que tu aimes. Je vais cuisiner ce soir. » Corbin, cela semble bien. Merci. Sienna, je t'aime, Corbin. Vraiment. Je veux juste que nous allions bien à nouveau. Il a lu les mots « je t'aime » et n'a absolument rien ressenti. La confiance avait déjà disparu. Il n'attendait plus que le dernier clou dans le cercueil. Cela s'est produit le jeudi après-midi. Sienna lui avait envoyé un message texte plus tôt ce matin-là pour lui dire qu'elle devait conduire en banlieue pour visiter une propriété commerciale potentielle pour une nouvelle campagne publicitaire. Elle l'avait prévenu qu'elle pourrait être injoignable pendant quelques heures. À 1h15 de l'après-midi, Corbin a ouvert l'application de suivi tout en mangeant un sandwich à son bureau. Le point bleu représentant sa voiture n'était pas sur une propriété commerciale. Il était complètement immobile, garé à 20 000 à l'extérieur des limites de la ville. Corbin a zoomé sur la carte, le souffle coupé. Le point reposait carrément sur un emplacement étiqueté le motel Whispering Pinet. C'était un motel notoirement bon marché et délabré près de l'autoroute, le genre d'endroit qui louait des chambres à l'heure. Les mains de Corbin ont commencé à trembler. Le lourd brouillard de dépression qui avait obscurci son esprit la semaine passée s'est instantanément évaporé. Il a été remplacé par une clarté vive et glaciale. Il n'était pas fou. Il n'était pas paranoïaque. Il avait raison. Il a pris son téléphone. Il devait l'enfermer dans le mensonge. Corbin, comment se passe la visite de la propriété? Le temps a l'air plutôt mauvais là-bas. Sienna, ça se passe très bien. Le client est super bavard, par contre. Nous marchons actuellement dans l'entrepôt principal. La réception est terrible ici. Corbin, ouah. Cela semble occupé. Prends ton temps. Ne te presse pas sur les routes mouillées. Corbin a posé le téléphone. Marchait dans l'entrepôt principal. Elle mentait effrontément, probablement assise dans un lit de motel bon marché avec l'homme du bar-salon. Il ne s'est pas précipité vers sa voiture. Il n'a pas conduit jusqu'au motel pour frapper à la porte et les prendre sur le fait.
c'est ce que l'ancien Corbin aurait fait. Le mari émotif et le cœur brisé cherchant à tourner la page. Mais cet homme est mort au moment où il a vu son emplacement sur la carte. Corbin a fermé l'application de suivi et a ouvert un nouvel onglet sur le navigateur de son ordinateur. La tristesse avait complètement disparu, remplacée par une détermination froide et méthodique. Il a tapé doucement sur son clavier, cherchant les avocats spécialisés en divorce les plus impitoyables et agressifs de l'État. Si elle voulait jouer à un jeu trompeur, Corbin allait s'assurer qu'elle perde tout. Le cabinet d'avocats d'Arthur Pendleton était calme, sentant l'acajou poli et le cuir coûteux. Corbin était assis en face du grand bureau, faisant glisser une épaisse enveloppe sur la surface lisse. Il avait passé la dernière semaine à rassembler chaque débris numérique que Sienna avait laissé derrière elle. Des relevés bancaires montrant de mystérieux retraits d'espèces, les coordonnées enregistrées par le système de positionnement global du motel Whispering Pinet et des captures d'écran imprimées des relevés téléphoniques mettant en évidence les appels de fin de soirée. Arthur, un homme dans la cinquantaine avec des yeux perçants et une attitude très sérieuse, a feuilleté les pages en silence. Corbin la regardait, se sentant entièrement détaché de la situation. La dépression écrasante qu'il avait clouée au matelas quelques jours auparavant s'était durcie en une froide armure protectrice. Elle n'était pas exactement prudente, Corbin, a déclaré Arthur en ajustant ses lunettes. Dans un état avec divorce pour faute, c'est une mine d'or. De plus, en regardant ses relevés de compte conjoints, elle a dissipé les actifs matrimoniaux pour financer ses séjours à l'hôtel et ses dîners. Un juge ne verra pas cela d'un bon œil. Je ne veux pas d'une bataille interminable, a déclaré Corbin, d'une voix plate. La maison était à moi avant que nous nous marions. Je veux qu'elle en sorte. Je veux que les cartes de crédit conjointes soient gelées. Et je veux la moitié des économies que nous avons accumulées, moins les fonds en euros qu'elle a dépensés pour lui. Je veux une rupture nette, et je veux que ça lui fasse mal financièrement. Arthur a hoché la tête lentement. Nous pouvons rédiger un accord de règlement agressif et déposer la requête immédiatement. Nous pouvons demander à un huissier de lui livrer les documents à son bureau vendredi. Corbin a secoué la tête, un sourire sombre et sans humour touchant le coin de sa bouche. Non. Préparez les documents pour jeudi après-midi. Il s'est éclairci la gorge. Je vais les livrer moi-même. Arthur Pendleton, la requête et l'offre de règlement sont finalisées et notariées. Êtes-vous absolument sûr de vouloir vous occuper de la livraison, Corbin? Corbin, j'en suis sûr. Je récupérerai l'enveloppe à midi. Gelez les comptes conjoints à 4.00 de l'après-midi. Arthur Pendleton, compris. Bonne chance ce soir, Corbin. Pendant les 2 jours suivants, Corbin a joué le rôle du mari parfait et inconscient avec une aisance terrifiante. Cela lui a fait un peu peur, réalisant à quel point il était simple de regarder quelqu'un dans les yeux et de mentir. Cela lui a fait réaliser avec quelle facilité Sienna le lui faisait depuis des mois. Quand elle se plaignait de son dos, il lui offrait un massage. Quand elle parlait des réunions ennuyeuses au travail, il hochait la tête et posait des questions polies. Il lui donnait assez de cordes et elle la prenait avec empressement. Le jeudi soir est arrivé. La pluie fouettait les fenêtres du salon, créant une atmosphère grise et maussade à l'intérieur de la maison. Corbin se tenait dans la cuisine, nonchalamment appuyé contre l'îlot en marbre. Au centre du comptoir se trouvait une grande et lourde enveloppe. Son téléphone a vibré dans sa poche. Sienna, je quitte le bureau maintenant. La circulation est affreuse à cause de la pluie. Je prends de la nourriture thaïlandaise pour nous en chemin. Je t'aime. Corbin, conduis prudemment. J'ai laissé une surprise pour toi sur l'îlot de la cuisine. Sienna, une surprise. Tu n'aurais pas dû. Je serai à la maison dans 20 minutes. Corbin n'a pas répondu. Il s'est dirigé vers le placard du couloir, a sorti 2 de ses grandes valises et les a laissées soigneusement rangées près de la porte d'entrée. Puis il est retourné à la cuisine et a attendu. Il ne se sentait plus en colère. Il ressentait juste un sentiment écrasant de finalité. 25 minutes plus tard, la serrure a cliqué. Sienna s'est précipitée par la porte, secouant son parapluie mouillé et portant un sac en plastique rempli de contenants à emporter. Les routes sont un véritable cauchemar, a-t-elle crié en enlevant ses talons. Elle a marché dans la cuisine, ses yeux se dirigeant immédiatement vers l'îlot. Un sourire brillant et sincère s'est répandu sur son visage lorsqu'elle a vu l'enveloppe. Oh, Corbin, est-ce que ce sont les billets pour ce voyage de fin de semaine dont tu parlais?
Ouvre-la et regarde, a dit doucement Corbin depuis l'ombre de la salle à manger adjacente. Sienna a posé la nourriture, fredonnant pratiquement d'excitation. Elle a détaché la languette métallique et a sorti l'épaisse pile de papier. Corbin a regardé ses yeux parcourir la première page. La transformation a été instantanée et brutale. La rougeur excitée sur ses joues a disparu, remplacée par une couleur blanche maladive et crayeuse, ses mains, tenant les documents légaux ont commencé à trembler violemment. Corbin, a-t-elle murmuré, sa voix s'enregistrant à peine par-dessus le bruit de la pluie à l'extérieur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Corbin a avancé dans la lumière de la cuisine. C'est exactement ce que cela semble être. Requête en dissolution de mariage. Sienna a laissé tomber les papiers sur le comptoir comme s'il l'avait brûlé. Non, non, Corbin, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? À cause d'un stupide malentendu dans un bar. Je t'ai dit que c'était juste un collègue. Tu jettes 5 ans par paranoïa. Tourne à la page 4, a dit Corbin, son ton entièrement dépourvu d'émotion. Sienna a dégluti difficilement, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce avant de redescendre vers la pile. Avec des doigts tremblants, elle a tourné les pages. Là, soigneusement imprimée en haute résolution, se trouvait une feuille de calcul. Elle détaillait les coordonnées exactes de sa voiture, recoupées avec des horodatage et l'adresse correspondante, le motel Whispering Pinet. Y étaient joints les journaux téléphoniques mettant en évidence des centaines d'appels à son collègue. Tout à l'arrière se trouvait la photo agrandie de sa main gauche nue tenant le verre de cocktail. Le silence dans la cuisine était absolu. Tous ces mensonges pratiqués, sa manipulation psychologique, ses faux sourires, ils se sont tous désintégrés face au poids indéniable des preuves. Les cartes de crédit conjointes ont été gelées il y a 1 heure, a poursuivi Corbin, s'approchant, bien qu'en gardant une distance délibérée. La moitié des économies liquides restantes a déjà été transférée sur un compte privé à mon nom. La maison est à moi, Sienna. Elle l'a toujours été. Des larmes ont finalement débordé de ses cils, mais Corbin n'a ressenti aucune pitié. Corbin, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, tendant la main pour toucher son bras. C'était une erreur. Cela ne voulait rien dire. Je t'aime. Je jure que je t'aime. S'il te plaît. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai n'importe quoi. Corbin a reculé, refusant de la laisser le toucher. Si cela ne voulait rien dire, alors pourquoi as-tu enlevé la bague que je t'ai donnée? Pourquoi l'as-tu regardée dans les yeux et m'as-tu menti sur l'endroit où tu te trouvais? Il a pointé vers le couloir d'entrée. Il y a 2 valises près de la porte. Tu as jusqu'à dimanche soir pour sortir le reste de tes affaires de ma maison. Je suggère que tu appelles ton collègue. Peut-être qu'il a de la place au motel. Sienna s'est effondrée contre le comptoir, pleurant ouvertement, mais Corbin s'est simplement retourné et a monté les escaliers. Il n'a pas regardé en arrière. 1 heure plus tard, alors qu'il était assis dans la chambre d'amis sombre, son téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Sienna, je suis assise dans ma voiture dans l'allée. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Nous pouvons arranger ça. Je t'en supplie, Corbin. Corbin, tu as choisi ton chemin au moment où tu as enlevé cette bague. N'envoie plus de messages texte à ce numéro, à moins que ce ne soit par l'intermédiaire de ton avocat. Corbin a bloqué son contact, a placé le téléphone face vers le bas, et pour la première fois depuis des semaines, a fermé les yeux et a sombré dans un sommeil profond et sans rêve. Le dimanche est arrivé avec un ciel pâle et couvert, projetant une lumière tamisée à travers les grandes fenêtres du salon. Corbin était assis dans son fauteuil préféré, une tasse de café noir posée sur la table d'appoint, un épais condensé d'architecture ouvert sur ses genoux. Il ne lisait pas vraiment les articles. Il existait simplement dans l'espace, écoutant le son creux et rythmé du ruban d'emballage résonnant depuis la chambre à l'étage. Sienna était arrivée tôt avec un camion de déménagement loué et 2 amis qui semblaient tout à fait mal à l'aise d'être là. Ils évitaient tout contact visuel avec Corbin, sortant à la hâte des boîtes en carton par la porte d'entrée. Corbin n'a pas offert son aide. Il n'a pas dit un mot. Il tournait juste les pages de son magazine, une forteresse de calme au milieu de la tempête qu'elle avait fabriquée. Chaque fois que Sienna passait devant lui, elle s'attardait, les yeux rouges et gonflés. Elle attendait qu'il craque. Elle attendait que le mari émotif et désespéré qu'elle pensait connaître se lève, attrape sa main et la supplie de rester, mais cette version de Corbin avait disparu. Au milieu de l'après-midi,
le camion était presque plein. Sienna se tenait dans la cuisine tenant une seule boîte d'articles de cuisine. Elle a regardé la belle maison qu'ils avaient partagée, la réalité de ses choix écrasant finalement le reste de sa défiance. Sienna, je ne peux pas faire rentrer les chaises de patio dans le camion de déménagement. Puis-je revenir les chercher la fin de semaine prochaine? J'aime vraiment ces chaises, Corbin. Corbin, l'ensemble de patio a été acheté avec mes fonds d'héritage personnel. Il reste ici. Laisse juste la clé de ta maison sur le comptoir quand tu pars. Sienna, tu es si froide. Je perds tout. Corbin a lu les messages, a verrouillé son téléphone et l'a posé. Il n'a pas répondu au dernier message texte. Il a écouté alors qu'elle posait lentement la clé en métal sur l'îlot en granit. Le métal a cliqueté contre la pierre, un son sec et final. Sans un mot, elle est sortie par la porte d'entrée, la refermant derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd au début, mais au fil des heures, il s'est transformé. Il est devenu paisible. L'anxiété persistante qui avait tourmenté Corbin pendant des mois, la tension subtile qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait, s'est évaporée dans la maison calme. Les quelques semaines suivantes se sont déroulées avec une efficacité administrative rapide. Les procédures judiciaires ont été entièrement unilatérales. Sienna avait supposé que, parce qu'ils étaient mariés, elle avait droit à un filet de sécurité confortable. Arthur Pendleton, l'avocat de Corbin, a systématiquement démantelé cette illusion. Lors de leur seule séance de médiation conjointe, Corbin est resté parfaitement immobile à une longue table en acajou. Sienna était assise en face de lui, l'air épuisé et usé. Elle portait un chandail simple et légèrement froissé, un contraste saisissant avec la femme polie et confiante de la soirée de réseautage d'entreprise. Son avocat a essayé de plaider pour une pension alimentaire pour conjoint et une division de la valeur nette de la maison. Arthur a répliqué avec une montagne de preuves imprimées. Il a présenté les relevés bancaires montrant Sienna dépensant des milliers d'euros sur des chambres d'hôtel, des dîners coûteux, il s'est éclairci la gorge, et des cadeaux pour un homme qui n'était pas son mari. Il a présenté le contrat de mariage concernant la maison que Corbin possédait avant le mariage. Il est rapidement devenu apparent que contester le règlement coûterait à Sienna de l'argent qu'elle n'avait tout simplement pas. Sa nouvelle réalité se refermait rapidement sur elle. L'homme du bar, le collègue pour qui elle avait risqué toute sa vie, avait disparu au moment où il a réalisé qu'elle faisait face à un divorce compliqué et à la ruine financière. Il voulait la romance amusante et secrète, pas le bagage d'une femme déplacée et fauchée. 2 jours après la médiation, le téléphone de Corbin a vibré alors qu'il dessinait un nouvel aménagement commercial à son bureau. Arthur Pendleton, l'avocat de la partie adverse vient de signer et de retourner les documents de règlement finaux. Elle a accepté nos conditions sans aucune autre contestation. Corbin, a-t-elle essayé de repousser la division des économies à nouveau? Arthur Pendleton, non, elle n'a pas le capital pour mener une bataille prolongée devant les tribunaux. Le juge finalisera les documents d'ici mardi. Vous êtes officiellement libre, Corbin. Un profond soupir sincère s'est échappé des lèvres de Corbin. Il s'est adossé à sa chaise de bureau, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Il l'avait fait. Il n'avait pas eu recours au cri. Il n'avait pas compromis sa dignité. Et il n'avait pas laissé son récit contrôler sa vie. Il avait simplement monté un dossier meilleur et plus solide, en s'appuyant sur des faits et une vérité indéniable. 6 mois ont passé. Les saisons ont changé, emportant l'hiver gris et le remplaçant par un printemps vibrant et chaleureux. La vie de Corbin s'était installée dans un rythme merveilleux et régulier. Il avait repeint l'intérieur de la maison, remplaçant ses choix décoratifs par sa propre esthétique propre et moderne. Il a rejoint une ligue de baseball récréative locale, a repris contact avec de vieux amis et a reçu une promotion importante dans son cabinet d'architecture. Il était heureux. La dépression qui avait menacé de l'entraîner vers le fond était un lointain souvenir. Un samedi matin, Corbin était assis à l'extérieur d'un café local, profitant du soleil matinal et lisant un livre. Il avait l'air en bonne santé, détendu et tout à fait en paix. Il a pris une gorgée de son café, regardant la ville se réveiller autour de lui. Son téléphone a vibré sur la table de café en métal. Il l'a pris et a vu un message d'un numéro non enregistré, mais il a instantanément reconnu la cadence du message texte. Numéro inconnu, je t'ai vu assis au café aujourd'hui. Tu as l'air vraiment bien, Corbin. Mon petit appartement est si solitaire. Le gars du travail était une erreur totale. Il m'a quitté il y a des semaines.
Notre vie me manque. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Système, message non distribué. Ce contact a été bloqué de façon permanente par l'utilisateur. Corbin n'a même pas cligné des yeux. Il n'a pas ressenti de montée de colère, ni aucune tristesse persistante. Il s'est simplement senti indifférent. Il a supprimé le fil de discussion, a repris son livre et a tourné à la page suivante, impatient de voir ce que le prochain chapitre lui réservait. L'histoire de Corbin est un rappel brutal de toujours faire confiance à son instinct lorsque quelque chose semble anormal dans une relation. Son passage de la dévastation émotionnelle à une action méthodique et calculée est inspirant. Il a renâclé de mépris face à la manipulation, refusant d'être manipulé par la violence psychologique de Sienna et a plutôt trouvé de la force dans la vérité indéniable. Il a prouvé que parfois le choix le plus sain est une rupture nette et décisive. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous besoin d'une preuve absolue comme celle que Corbin a rassemblée?